La conduite de négociation est conditionnée au retrait de nos forces, d'après le régime de Kiev. Ça ne va jamais se produire. Nous le voyons, nous l'observons, ils font constamment monter la tension, aggravent la situation. Apparemment, ils comptent sur le fait que nous ayons peur à un moment ou à un autre. Mais en même temps, ils affirment également vouloir la défaite stratégique de la Russie sur le champ de bataille. Qu'est-ce que cela signifie pour la Russie? Pour la Russie, cela signifie la fin de son statut d'État. Voilà ce que cela signifie. Cela signifie la fin de l'histoire millénaire de l'État russe. Je pense que c'est clair pour tout le monde. La question est alors, pourquoi devrions-nous avoir peur? Ne serait-il pas préférable d'aller jusqu'au bout? C'est la logique formelle élémentaire. Oui, nos militaires sont prêts à toute évolution en ce qui concerne la région de Kharkov. C'est pas un secret. Je l'avais dit il y a 6 mois déjà. Si les bombardements de nos zones civiles se poursuivent, nous serons obligés de créer une zone tampon, une zone de sécurité sur le territoire ukrainien. Et ces bombardements se poursuivent et nous avons fait ce que nous avons dit. Oui, nous savons que les Américains, les Européens incitent les Ukrainiens à tout prix, j'insiste là-dessus, à tout prix, à repousser nos détachements au-delà de la frontière et présenter ça comme un grand succès de l'année 2024. Lors d'une conférence de presse tenue à l'aéroport d'Hanoï ce 21 juin 2024, Vladimir Poutine a abordé plusieurs sujets, notamment les relations militaires et économiques entre la Russie et la Corée du Nord, la situation en Ukraine, les sanctions internationales, et les perspectives économiques avec le Vietnam. Suivons la conférence et discutons ensuite. Donc il est prévu une aide mutuelle des États. Et je me pose cette question. Dans quel cas prévoyez-vous de mettre en action cette partie de l'accord? Est-ce que cette situation concerne l'Ukraine? Et prévoyez-vous la possibilité d'envoyer des soldats volontaires de la République populaire démocratique de Corée? Et est-ce que la Russie et la Corée du Nord sont sur la même longueur d'onde en matière de sanctions? Et avez-vous l'intention de développer les coopérations? Alors, il y a toute une série de questions. On va les prendre une par une. Donc, dans quelles conditions, n'est-ce pas, la partie de l'accord concernant l'aide mutuelle militaire s'appliquerait? Tout d'abord, ce que je veux dire, c'est que il y a donc une question d'analytique, bien sûr. Mais je veux vous dire simplement que cet accord n'est pas contraignant. Nous avons conclu cet accord parce que l'ancien accord était échu. Ça n'a rien de nouveau. Bien entendu, dans les conditions habituelles, dans les conditions actuelles, les conditions sont quand même difficiles. Et le peuple coréen peut conclure des accords avec d'autres pays. Ça, c'est la première chose. S'agissant maintenant des raisons de l'aide militaire mutuelle, il y a un cas d'agression militaire. Donc, maintenant, pour ce qui est de l'Ukraine, l'Ukraine n'a pas agressé la Russie. L'Ukraine a agressé les républiques de Lugansk et de Donetsk avant qu'elles fassent partie de la Fédération de Russie. Et nous ne demandons rien, personne ne nous a proposé d'aide en ce sens, et donc les choses sont en l'état. S'agissant des sanctions, eh bien, écoutez, pour ce qui est des sanctions, comme je l'ai dit, lors de ma rencontre avec vos collègues des agences presse mondiales, les questions donc liées à la Corée du Nord, comme je l'ai dit, donc nous venons de Leningrad, et ce qu'a vécu Leningrad pendant la Seconde Guerre mondiale
Tout le monde le sait. C'est un siège. C'est un siège lorsque les gens meurent de faim. Et vous le savez, même ma propre famille l'a subi. J'ai un frère qui est mort, pratiquement de faim. Et que se passe-t-il maintenant en Corée du Nord? Eh bien, on peut bien sûr parler du régime, mais pour la question de migration, c'est tout à fait étrange. Ça veut dire que les familles, si elles sont dans des situations matérielles difficiles, n'avaient pas la possibilité de gagner de l'argent et de nourrir leur famille. Et les sanctions qui ont lieu, et avant toute chose, donc pour des raisons politiques, elles doivent correspondre au développement moderne de l'humanité. Donc, bien entendu, il s'agit de réfléchir à comment et que peut-on faire pour changer ce régime de sanctions. Et c'est notre exigence aujourd'hui. Allez-y, je vous en prie. Zvezda, dites-nous, comment pouvez-vous commenter la réaction des pays occidentaux s'agissant de la renonciation d'une solution pacifique au conflit en Ukraine? Et comment pouvons-nous parler donc des questions liées aux négociations concernant le conflit en Ukraine? Vous savez, nous avons proposé ces négociations, mais pour ce qui est de la réaction de nos partenaires, nos prétendus partenaires occidentaux, eh bien, je crois qu'il n'y en a pas. C'était la réaction que nous attendions. Ça, c'est la première chose. Maintenant, pour ce qui se passera plus tard, eh bien, l'histoire le dira, selon ce qui se passera sur le terrain. Donc, pour ce qui est des politiques de bon sens, eh bien, nous avons réfléchi pour savoir s'il y a des propositions objectives, réalistes, correspondant aux intérêts des partis en négociation et de toute l'Europe. S'agissant donc de la cessation du conflit au centre de l'Europe. Et je ne suis pas certain que cette relation ou ces propositions vont rester éternellement. Et on peut dire que oui, bien sûr, il y a un ultimatum, mais renoncer, on ne peut pas renoncer. Il faut toujours essayer de trouver une solution. Et c'est ce que nous essayons de faire. Ce n'est pas un ultimatum, quelle que soit la formule, bien qu'il y ait un résultat. Le résultat, il y avait par exemple des résultats, les négociations d'Istanbul et de Minsk. J'en ai parlé une centaine de fois. Nous avions signé avec le groupe de négociateurs, la partie ukrainienne avait signé, nous étions parvenus à un accord qui était en principe acceptable pour les Ukrainiens. Et ce qu'il s'est passé sur le champ de bataille ensuite n'est pas lié aux conditions de l'accord que nous avions signé à Istanbul. Et malheureusement, on ne peut pas changer la position de l'autre partie en négociation, à savoir l'Ukraine. C'est pourquoi je ne pense pas que notre proposition ne demeurera pas éternellement, elle évoluera au fur et à mesure de l'évolution des conditions. La chaîne Rassi, combien de temps cet accord va rester, va demeurer à la prochaine conférence, si elle a lieu, la Russie devra être présente. Bien sûr, il y a beaucoup de nuances, mais la Russie a été écartée jusqu'ici. Oui, la partie ukrainienne a refusé de participer aux négociations. Nous, non. Mais je veux le répéter à nouveau, il y a des accords qui ont été, c'était des accords qui n'étaient pas simples, ça a duré 1 mois et demi à Istanbul, mais sur cette base, nous sommes prêts à poursuivre notre dialogue avec la partie ukrainienne. Mais où en sont-ils? Est-ce qu'ils en sont à l'état de Istanbul, Minsk ou de la Suisse? Je ne sais pas. Mais nos propositions sont sur la table et cela ne dépend pas de nous lorsque ceux qui sont intéressés à négocier eh bien
ne prennent pas la balle au bon. Donc, il s'agit de déterminer ce que nous pouvons faire. Mais je le répète, tout cela dépendra de ce qui se passe ce qui se passe réellement. Et nous partirons de cette base. Mais en principe, la démarche de principe sera celle-là. J'ai une question concernant l'arme nucléaire. Vous avez dit récemment que notre doctrine pouvait évoluer. Mais j'aimerais comprendre dans quelques situations cela serait possible et quels changements ont lieu actuellement. Y a-t-il un point de frappe préventive? Je crois que je l'ai dit. Aujourd'hui, nous réfléchissons à comment la stratégie, la doctrine peut évoluer. Mais c'est lié au fait qu'il y a des nouvelles. Il existe des nouvelles, et nous le savons. De nouveaux éléments d'abaissement du seuil d'emploi de l'arme nucléaire. Et nous savons que les experts occidentaux mettent l'idée que ce seuil donc pourrait être abaissé. Mais nous devons être attentifs à cela. Nous sommes attentifs et je pense que nous devons réfléchir à l'évolution de notre stratégie. Pour les frappes préventives, non, il n'en faut pas. Mais parce que ça, c'est la garantie d'une destruction. Prenez le micro, s'il vous plaît. Pierre Canal. Vous avez dit qu'en Corée du Nord, il n'y a pas de proposition et de votre côté, il n'y a pas de demande. Mais si nous avons bien compris, l'article 4 de l'accord prévoit une défense collective. Oui, en cas d'agression. Mais j'ai déjà répondu à cette question, dit le président. J'ai déjà répondu, il y a... alors, pour Kim Jong-un, qu'en serait-il, s'agissant donc dans le cas d'une guerre non déclarée, que ferait-il? Le président, c'est à lui qu'il faut le demander. Moi, j'ai déjà dit ce que j'avais à dire. Nous avons un accord qui a expiré et donc nous avons conclu un autre. Allez-y, je vous en prie. Allez-y, je veux... Alors, il y a la crise coréenne qui pourrait se transformer aussi en champ de bataille. Il y a donc un accord. Oui, je l'ai dit 2 fois, je peux encore le dire une 3e fois. Nous avons un accord, nous avons signé un accord qui a cessé d'exister. Alors, nous partons du principe et nous espérons que, et c'est très clair avec les Coréens, c'est que nous espérons que la crise ne s'aggravera pas. Commerçant. Les Occidentaux ont parlé d'armes à longue portée, notamment celles qui frappent aujourd'hui Belgorod. Est-ce qu'on peut considérer ça comme des armes? Oui, on va continuer à étudier ça. Je pense qu'on est proche du point concerné. Nous procédons à une analyse en ce moment. Et ceux qui fournissent ces armements disent qu'ils ne combattent pas. Mais je l'ai dit, notamment à Pyongyang, nous réservons le droit de frapper d'autres points dans le monde. Et là où les frappes seront effectuées, nous ne pourrons pas le dire à l'avance, mais les pays occidentaux livrent des armes à l'Ukraine. Ils disent on ne contrôle rien et on ne sait pas comment elles seront utilisées. On peut dire la même chose. Nous, on peut livrer des armes ailleurs, après on ne contrôle rien. Et qu'ils réfléchissent à ça, à ce thème. Donc, pour l'instant, ce qui est important pour nous, c'est de résister et de riposter à ces attaques. Agence TASS, est-ce qu'on pourrait passer maintenant au thème économique? Selon vous, les perspectives des négociations de Hanoï aujourd'hui sur le plan du partenariat économique et commercial, et compte tenu du fait que les États-Unis ne cessent d'effectuer des pressions sur le Vietnam et d'autres pays de la région, et en plus, je voudrais vous poser comme question, vous avez parlé aujourd'hui du fait que la Russie est prête à livrer des hydrocarbures au Vietnam. Quels sont les projets, par exemple, pour Novatek qui peuvent être... Est-ce que ce sont des projets d'infrastructure
ou effectivement au point de vue de l'extraction. Oui, posez des questions à Novatek. Ici, il y a plusieurs solutions. Ici, il y a la participation à la construction de capacités pour compression du gaz, ou c'est des livraisons depuis la Russie. On ne sait pas ici. Il y a plusieurs solutions qui sont envisageables. Et donc, il y a le bloc énergétique qui va travailler là-dessus. On va travailler sur le gaz liquéfié. Après, oui, en ce qui concerne les pressions, il y a des pressions qui sont efficaces, il y en a qui ne le sont pas. Mais en réalité, ce qu'il faut voir ici, c'est-à-dire que l'indécence avec laquelle les autorités américaines exercent ces pressions ne vont pas toujours dans leur intérêt. Sur le plan stratégique, c'est toujours négatif, parce que personne n'apprécie le snobisme. Et même à court terme, et même dans un passé historique récent, on n'a pas de vision où ça a été apprécié. Mais les pays ont appris à résister aux sanctions, à les contourner. Regardez les extractions qui ne cessent d'augmenter. Et si on parle de pétrole, il y a aussi la question de notre réduction consciente de la production. Mais il y a des difficultés, oui, mais on les surmonte. Et il y a toujours des solutions qui existent. Édition Izvestia, le chef de la diplomatie ukrainienne Kuleba, à la question de savoir récemment pourquoi il n'y a pas de nouvelles élections, de désignation d'un dirigeant légitime, il a répondu que la Russie retire ses troupes et à ce moment-là, tout s'arrangera en Ukraine. Quel commentaire vous pouvez faire à ce propos? Est-ce que... Et puis, si vous êtes d'accord, une deuxième question. Alors, ensuite, j'aime pas trop commenter les déclarations de telle ou telle personne, de personnes tierces. En tout cas, là, évidemment, je ne peux pas m'abstenir. Je voudrais dire simplement que la conduite de négociation est conditionnée au retrait de nos forces, d'après le régime de Kiev. Ça ne va jamais se produire, parce que le régime de Kiev ne veut pas quitter le pouvoir et ne veut pas organiser des élections normales conformes à la Constitution. Donc, ils gagnent du temps. Ils sont intéressés, évidemment, à ce que nos troupes restent sur le territoire de l'Ukraine parce qu'ils ne sont pas intéressés à organiser des élections. Alors, ma deuxième question. Votre programme en Corée du Nord, vous aviez prévu que ce serait aussi solennel et la partie informelle a été frappante aussi. Quelles sont les relations que vous avez avec le dirigeant nord-coréen et selon vous, sur quoi elle s'appuie? D'abord, évidemment, je m'y attendais pas. Je pouvais m'imaginer quelque chose, mais il y a des standards protocolaires qui existent. Mais je connais les standards de la République populaire démocratique de Corée. Je ne pensais pas que ça pouvait être aussi d'une telle ampleur. Donc il y a effectivement des aspects inattendus, je dirais, c'est sur la partie officieuse. Ce qui nous unit, disons que ce sont des questions de coopération entre les États et de développement de la Corée du Nord et de la Fédération de Russie dans des domaines très divers, et évidemment la sécurité, l'économie. Allez-y, encore. Bonjour, Izvestia. La Corée du Sud déclare que le nouvel accord entre la Russie et la République populaire démocratique de Corée dit que cela peut permettre de revoir les conditions de livraison d'armement à Kiev. Y a-t-il en projet ou même éventuellement la possibilité d'avoir un contact téléphonique avec les autorités de Corée du Sud pour mettre les points sur les i et comment Moscou voit aujourd'hui la résolution du problème de la Corée? En ce qui concerne la préoccupation de la Corée du Sud, d'après ce que vous avez dit, je vais partir de ce que vous avez dit, la Corée du Sud n'a pas de motif d'être préoccupée puisque notre aide au point de vue militaire, conformément au traité que nous avons signé, n'intervient que si une seule des deux parties signataires fait l'objet d'une agression. Pour l'instant, autant que je sache, la Corée du Sud ne prévoit pas d'agression contre la République populaire démocratique de Corée. Donc il n'y a aucune raison d'être préoccupé ici. En ce qui concerne la livraison d'armes létales dans la zone de combat en Ukraine, ce serait une très grande erreur et j'espère qu'elle ne surviendra pas. Mais si cela se produit, évidemment, nous prenons des décisions qui ne plairont probablement pas aux autorités sud-coréennes. Allez, sur l'OTAN. OK.
Russia Today, l'OTAN discute aujourd'hui de la mise en alerte de têtes nucléaires aujourd'hui. Quelle est la réaction de la Russie à cela et quelles peuvent être les mesures prises en matière de sécurité? Alors, les forces stratégiques de la Russie sont toujours en alerte. Et donc, ce que font les pays occidentaux nous préoccupe peu, mais évidemment, on continue à observer attentivement ce qui se produit et tout regain de tension fera l'objet d'une réponse. Media Life, vous avez dit récemment que Zelensky n'est plus légitime. Vous avez dit que c'était la Rada qui... Est-ce qu'il y a des députés ukrainiens qui ont manifesté un intérêt pour discuter avec vous? Est-ce que vous avez des contacts en coulisses? Vous voulez dire des députés de la Rada? Non, ça, je ne suis pas au courant. Après, vous avez dit... Moi, j'ai rien dit. J'ai simplement fait une analyse. C'est même pas moi, ce sont nos juristes. C'est une analyse juridique de la Constitution de l'Ukraine. Je l'ai dit dans mon article. Le mandat présidentiel est limité à 5 ans. Alors, il y a un article qui dit clairement qu'en cas de guerre, les compétences du président reviennent, et notamment de commandant en chef des armées, sont remises au président de l'Assemblée, la Rada. Et donc, il est clairement stipulé que des élections ne sont pas organisées. Mais il n'est pas dit que son mandat se poursuit. Mais c'est une décision du Conseil constitutionnel. C'est écrit noir sur blanc. Il y a des décisions du Conseil constitutionnel qui datent de 2015 qui disent clairement que le mandat est de 5 ans. C'est tout. Alors de quoi parler de plus? Simplement, ils ne veulent pas changer, mais ça me paraît tout à fait évident, c'est manifeste. On va, dans ce cas-là, prendre toutes les décisions les plus impopulaires, puis à ce moment-là, on changera. Et je pense que peut-être le premier semestre de l'année prochaine. Allez, une dernière question. RIA Novosti. Donc, d'une façon ou d'une autre, on vous a posé cette question pendant les conférences de presse. Les Occidentaux font monter la pression, ils procèdent à une escalade. Oui, c'est ça, ils font monter le degré. Quel est leur objectif? Qu'est-ce qu'ils veulent obtenir? Ils veulent vous provoquer à faire quelque chose? Oui, effectivement, nous le voyons. Comme vous l'avez dit, oui, ils font monter les tensions. Ils procèdent à une escalade. Je pense qu'effectivement, ils espèrent qu'à un moment ou à un autre, nous serons effrayés. Mais en même temps, ils disent qu'ils veulent obtenir la défaite stratégique de la Russie sur le terrain. Qu'est-ce que ça signifie pour la Russie? Ça veut dire que la disparition de la structure de l'État russe. Et donc, c'est la fin de 1000 ans d'histoire de la Russie. Ça, c'est clair pour tout le monde. Et à ce moment-là, la question qui se pose, et alors, est-ce qu'on n'a pas plutôt intérêt à aller jusqu'au bout? C'est une logique élémentaire. Donc, j'ai étudié ça pendant peut-être 6 mois, c'est tout, à l'université, mais je me souviens, on avait un professeur qui nous faisait un cours là-dessus. Donc, ceux qui considèrent cela, et même qui le disent, commettent, encore une fois, une grave erreur. Allez, encore une ou deux questions. Vesti FM, on dit qu'il pourrait y avoir une nouvelle offensive aujourd'hui dans la région de Kharkov. Est-ce qu'une contre-offensive des Ukrainiens, est-ce que nos militaires sont prêts à résister? Oui, nos militaires sont prêts à toute évolution. En ce qui concerne la région de Kharkov, ce n'est pas un secret. Je l'avais dit il y a 6 mois déjà. Si les bombardements de nos zones civiles se poursuivent, nous serons obligés de créer une zone tampon, une zone de sécurité sur le territoire ukrainien. Et ces bombardements se poursuivent et nous avons fait ce que nous avons dit. Oui, nous savons que les Américains, les Européens incitent les Ukrainiens à tout prix, j'insiste là-dessus, à tout prix, à repousser nos détachements au-delà de la frontière et présenter ça comme un grand succès de l'année 2024.
face aux attentes du sommet de l'OTAN et puis les élections aux États-Unis. On verra. Mais cet aspect de « à tout prix », je sais de quoi je parle, ça existe. Et si cela ne s'appuie pas sur la réalité du terrain, encore une fois, cela va coûter très cher à l'armée ukrainienne. On va voir comment ça va évoluer. En tout cas, tel que nous le comprenons, et je dis que nous n'avons pas d'objectif de prendre Kharkov, mais je dirais que c'est un secteur tactique. En tout cas, l'adversaire va chercher à présenter cela comme une réussite stratégique. On verra ce que ça va donner. Mais c'est déjà lié à de grandes pertes et je pense que c'est de cette façon que la situation va évoluer. Et il est difficile de donner des pronostics sur ce plan. Il s'agit de combats. Donc les gens sont sous les balles, il y a des pertes. Donc c'est difficile à dire. Mais c'est l'appréciation que j'ai de cette situation. Allez-y. Argumentif. Hier, il y a eu des discussions, et lors des discussions, on a dit que les sanctions devaient être revues contre la Corée du Nord. Et la question est de savoir comment cela va se faire, parce que les initiateurs de ces sanctions sont catégoriquement contre. Et donc, il faudrait, comment vont se comporter nos amis des BRICS. Pour ce qui est de la réforme de l'ONU et du Conseil de sécurité, le problème va au-delà du cadre du Conseil de sécurité lui-même, qui est une instance clé créée depuis après la Seconde Guerre mondiale et qui est une conséquence de la Seconde Guerre mondiale. Et bien sûr, la situation évolue dans le monde et cela exige une réforme des institutions internationales. Mais il y a notre ministère des Affaires étrangères l'a dit, il fallait que cela s'appuie sur un consensus élargi, parce qu'il y a des groupes de pays et malheureusement cela ne donne rien au niveau international puisque on risque de perdre cette instance et il y aurait beaucoup de personnes. Donc parce que bien ou mal le Conseil de sécurité fonctionne, mais pour ce qui est de la réforme, eh bien cela doit s'appuyer sur un consensus élargi. Pour ce qui est de la révision des sanctions vis-à-vis de la Corée du Nord et de la République de Corée, eh bien, je l'ai dit, la situation actuelle est très difficile et il est pratiquement impossible de le faire. Mais il faut travailler dessus. Et nous devons montrer comment, par exemple, pour ce qui est de l'immigration de travail, il y a des instruments distincts mais ceci perd de son caractère humanitaire. Et c'est pourquoi nous avons l'intention de travailler, de poursuivre nos travaux. Et donc nous sommes vraiment prêts à travailler là-dessus. Dernière question. Bonjour, Alice, télécanal Rossier. Après vos négociations avec la Corée du Nord, la presse américaine a dit que il y a un rapprochement entre Moscou, Pékin et Téhéran, que sont les services de renseignement américains. Et après ces discussions, donc pourquoi cette vitesse? Est-ce que la Russie est un partenaire plus important et ces pays tiers ont-ils de nouvelles réalités, des réalités diplomatiques? Je ne sais pas, c'est très difficile de commenter ce qui a été dit parce que je ne sais pas si ce qui se passe est lié au service de renseignement américain, mais je pense qu'ils sont très bien informés et je ne pense pas qu'on puisse entendre de telles réactions, et parce que nous sommes toujours ouverts, et que ce soit du renseignement électronique ou autre, eh bien, on ne sait pas vers quel côté se tourner. Mais oui, bien sûr, il y a des articles et il y a eu des discussions déjà dans les années 60 sur ces questions, mais il est étrange que cela étonne la communauté et en particulier les États-Unis. Mais cela dit, tout ceci se déroule de façon
énergique et nous devons avoir un renforcement des bases juridiques des relations avec nos partenaires, y compris en tenant compte de ce qui se passe en Asie. Donc, le système de blocs est un vrai problème. Cela constitue une menace, y compris pour la Fédération de Russie. Et nous devons y réagir, et nous allons le faire. Je vous remercie beaucoup. Cette conférence de presse met en lumière plusieurs aspects de la politique étrangère et de défense de la Russie sous Vladimir Poutine. Dialogue et défense, Poutine cherche à clarifier les positions de la Russie sur les accords de défense, soulignant qu'ils sont principalement réactifs et non proactifs. Cela montre une volonté de se positionner comme défensif plutôt qu'agressif. Négociations et sanctions, la Russie se présente comme ouverte aux négociations mais critique les sanctions qu'elle considère inhumaines. Poutine utilise des analogies historiques pour souligner l'impact négatif des sanctions, cherchant à générer une empathie internationale. Doctrine nucléaire, la discussion sur l'évolution possible de la doctrine nucléaire russe en réponse aux actions occidentales montre une flexibilité stratégique et une réponse à la dynamique internationale. Relations économiques et diplomatiques, en mettant l'accent sur les projets économiques avec le Vietnam et les relations avec la Corée du Nord, Poutine montre une volonté de diversifier les partenariats économiques et de renforcer les alliances existantes en Asie. Cette conférence reflète une stratégie de communication visant à montrer la Russie comme un acteur international résilient, réactif et ouvert au dialogue malgré les tensions actuelles. Le président russe, Vladimir Poutine, a assuré le mercredi 5 juin 2024 que son pays n'avait pas d'ambition impériale et ne prévoyait pas d'attaquer l'OTAN, plus de 2 ans après le début de l'offensive contre l'Ukraine. Ne cherchez pas ce qui n'existe pas, ne cherchez pas nos ambitions impériales. Elles n'existent pas, a-t-il déclaré lors d'une rencontre avec des agences de presse, en réponse à une question de l'AFP sur la présence des drapeaux de la Russie contemporaine, de la Russie impériale et de l'URSS devant le siège de Gazprom où la rencontre avec les journalistes avait lieu. Vladimir Poutine a ensuite saisi l'occasion pour dénoncer les Occidentaux qui l'accusent de vouloir une confrontation militaire avec l'OTAN, et de devoir donc s'y préparer. On invente comme quoi la Russie veut attaquer l'OTAN qui a inventé cette absurdité. Des conneries, s'est-il emporté. En ce qui concerne l'implication ou non de la Corée du Nord dans la guerre en Ukraine, pour Kiev, la Corée du Nord aide la Russie au meurtre de masse des Ukrainiens. L'Ukraine a accusé mercredi 19 juin 2024 la Corée du Nord de fournir une aide militaire à la Russie qui permet le meurtre de masse de civils et appelé à des mesures plus rigoureuses pour isoler les deux pays, après la visite de Vladimir Poutine à Pyongyang. La Corée du Nord coopère aujourd'hui activement avec la Russie dans le domaine militaire et fournit délibérément des ressources pour le meurtre de masse des Ukrainiens, a dénoncé auprès de l'AFP Mikhailo Podolyak, conseiller de la présidence ukrainienne. Il a accusé Pyongyang de fournir à Moscou un grand nombre d'obus de gros calibre qui lui permettent de maintenir une intensité élevée des attaques d'artillerie et de missiles. Cela a un impact sur le déroulement de la guerre dans son ensemble et augmente considérablement le nombre de victimes civiles, a poursuivi M. Podolyak, accusant la Corée du Nord de participer consciemment à la guerre russe en Ukraine. M. Podolyak a aussi regretté l'incapacité absolue des instruments de pression mondiaux et appelé à une approche plus rigoureuse pour parvenir à un véritable isolement de la Russie et de la Corée du Nord. Il est évident que les mesures restrictives imposées à la Russie et à la Corée du Nord ne sont pas suffisantes, a-t-il estimé. La Corée du Nord et la Russie ont signé mercredi un accord de défense mutuelle pour lutter ensemble contre l'hégémonie américaine, à l'occasion d'une rare visite du président Vladimir Poutine à Pyongyang. Partagez vos avis avec nous en commentaire. À bientôt.